messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, validation du rapport de Stockholm de Minamata sur les polluants organiques. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Algérie des incendies à Belkala et Terzi, aux ouest. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a participé à la clôture du sommet G77 plus Chine qui s'est achevé samedi à La Havane sur un appel à l'unité pour peser face aux pays riches. Le sommet du G77 plus Chine, formé par des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui représentent 80% de la population mondiale, avait débuté vendredi à La Havane. Le groupe a été créé en 1964 par 77 pays, compte désormais 134 nations. La Chine a participé comme acteur externe. Dans leur déclaration finale, les membres du G77 plus Chine ont réaffirmé leur engagement à renforcer l'unité du groupe pour consolider son rôle dans l'arène internationale. Ils ont retiré la nécessité urgente de réformer à fond l'architecture financière internationale pour qu'elle soit plus inclusive et plus coordonnée. Il incite notamment les conséquences de la pandémie, les tensions géopolitiques, l'inflation, la perte de la biodiversité, les crises financières, sans qu'apparaisse clairement à ce jour une feuille de route qui permet de faire face à ces problèmes mondiaux. Le groupe qui sera présidé en 2024 par l'Ouganda demande également d'élever la représentation des pays en développement dans les organes mondiaux et de prise de décision. Des représentants d'une centaine de pays étaient présents à La Havane pour ce sommet extraordinaire ayant pour thème le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation dans le développement. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a représenté la République de Djibouti au sommet du G77 plus Chine à Cuba à la tête d'une forte délégation comprenant ses proches collaborateurs, l'ambassadeur de Djibouti à Cuba, M. Nasser Mohamed Ouzbo. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement, parmi lesquels le président argentin Alberto Fernandez, le Colombien Gustavo Petro, l'Angola Joao Lorenzo, le Rwanda Paul Kagame ou encore l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ou le président palestinien Mahmoud Abbas, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, étaient présents à ce sommet à Cuba. Retour à Djibouti, où le ministère de l'Environnement a tenu aujourd'hui au Palais du Peuple un atelier de validation du rapport portant sur la mise à jour du plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et le rapport d'évaluation initiale de la Convention de Minamata sur le mercure à Djibouti. Cet atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dini Abdallah Omar, en présence du directeur du développement durable, M. Deresh Hussein, et de plusieurs cadres du département de l'environnement. Rappelons que plusieurs cadres de différents ministères ont participé à cet atelier de validation du rapport du plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les organiques persistants et de Convention de Minamata sur le mercure à Djibouti. L'objectif est d'examiner, de discuter pour des contenus de ces deux rapports afin d'assurer sa conformité avec les engagements internationaux pris par Djibouti. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention de Stockholm, chaque pays doit actualiser son plan de mise en œuvre intervalle régulière. Eh bien, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a rappelé que cet atelier de validation du rapport national de Stockholm est important pour évaluer l'adéquation de ce dernier avec les conventions internationales. Écoutons-le. Nous sommes réunis ici pour examiner et discuter des contenus de ces deux rapports afin de s'assurer que nos actions sont en adéquation avec les engagements internationaux que nous avons pris. La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et la Convention de Minamata sur le mercure sont des instruments internationaux essentiels pour la protection de la santé humaine et de l'environnement. Ces conventions témoignent de notre engagement commun à lutter contre les effets néfastes de ces substances toxiques. De ce fait, cet atelier de validation des rapports revêt une importance particulière car il permet d'évaluer les progrès réalisés jusqu'à présent, d'identifier les lacunes éventuelles et de mettre en place des stratégies pour renforcer nos actions futures. Mesdames et messieurs, en 2006, Djibouti a élaboré son tout premier plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm grâce à un soutien financier du Fonds pour l'environnement mondial. Il concernait uniquement 12 polluants organiques persistants. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention de Stockholm, chaque pays doit actualiser son plan de mise en œuvre à intervalles réguliers.
La révision du plan national initial de Djibouti s'est donc imposée naturellement pour prendre en compte les nouvelles substances inscrites dans les annexes A, B et C, la disparition de certaines dérogations spécifiques, l'évolution démographique et économique du pays, mais aussi l'évolution des pratiques environnementales de la population et des collectivités locales. Cette mise à jour du plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm reflète nos efforts collectifs visant à réduire la production et l'utilisation des polluants organiques persistants. Ces substances qui ont des effets nocifs sur la santé humaine et la biodiversité nécessitent une attention particulière et des mesures décisives. En examinant ce rapport, nous devons nous assurer que les politiques et les actions mises en place sont en ligne avec les objectifs de la Convention et qu'elles contribuent efficacement à la réduction de l'impact de ces polluants. Sport à présent, où je vous le disais, l'Arta Solar 7 a inscrit son nom dans l'histoire du football hier soir en Tanzanie en décrochant une victoire historique contre le prestigieux club égyptien Zamalek avec un score de 2-0 contre l'équipe Zamalek. Le match entre le club Arta Solar 7 contre l'équipe égyptienne Zamalek s'est déroulé hier soir au stade Hurrio de Tanzanie avec la victoire du club djiboutien Arta Solar 7. L'équipe en montre au cours du match un véritable spectacle, une grande cohésion d'équipe, une technique de jeu solide et une capacité à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Le score de 2-0 du match a été le reflet du talent de l'équipe Arta Solar 7. Le joueur Gabriel Dadzi a ouvert le score à la 47e minute du match et le deuxième but revient à Douale Mahmoud El Abe. Tout au long du match, les joueurs du Arta Solar 7 ont fait preuve d'une solidarité exemplaire, jouant en parfaite harmonie collective avec une grande habileté dans la défense et l'attaque, marquant des buts cruciaux et gardant leur adversaire à distance. Personne n'aurait parié sur pareil résultat. Pourtant, l'Arta Solar 7 de Djibouti a battu le grand Zamalek avec un score remarquable, 2-0. Aujourd'hui, plusieurs talents internationaux du football évoluent dans le club Arta Solar 7, notamment le talentueux Alain Traoré, Salaman Kalou ou encore Douale Mahmoud. Cet exploit du club Arta Solar 7 est le fruit de la vision de son président, Tommy Toyaro, visionnaire et déterminé, qui a fait le pari depuis 6 ans de transformer l'équipe Arta Solar 7 de l'un des clubs les plus redoutables en Afrique. Direction le sud, où dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande et la brigade de la douane d'Ali Sébi, en collaboration avec le détachement de la police d'Ali Sébi, ont intercepté à proximité et périphérie du secteur de la frontière de Galilée une importante quantité de marchandises de canne de contrebande. Et bien, durant cette opération ont été interceptés soit environ 4200 kg de canne. Les contrebandiers voulaient acheminer à la capitale. Cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sébi, Mohamed Moumin Hassan. Selon le chef de la brigade de la douane d'Ali Sébié, Mohamed Moumin Hassan, cette opération de coup de poing contre la contrebande de canne se poursuivra pour dissuader toutes les personnes mal intentionnées qui seraient tentées d'introduire de canne qui constituent un manque à gagner important pour l'économie de notre pays. Rappelons que la contrebande est un fléau qui nuit au développement économique de notre nation. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté la lutte pour faire face et cesser ces commerces illicites. Et dans l'actualité internationale, le Kenya, rappelons-le, un fonds de 134 millions de dollars a été créé jeudi dernier par le Kenya et le Fonds international de développement agricole afin d'améliorer l'accès au financement pour les petits exploitants agricoles. Ces fonds devraient bénéficier directement et indirectement à 190 000 ménages ruraux kenyans. Cette initiative sera dotée d'un système de garantie de crédits ruraux qui contribuera à réduire les risques perçus et réels associés aux prêts destinés aux chaînes de valeur agricoles. Le secrétaire principal au Trésor et la planification économique a déclaré qu'il s'agit là d'une mesure qui permet d'accroître les ressources financières au bas de la pyramide de développement tout en renforçant la résilience au changement climatique des acteurs de la chaîne de valeur agricole. Catastrophe naturelle, la FMI approuve près de 1,3 milliard de dollars afin d'atténuer les risques associés au changement.
Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi, elle affirme dans une interview accordée à la FMI de la Banque mondiale, tranche le lundi 18 septembre sur la tenue à bas de son assemblée annuelle en octobre à Marrakech. Christina Georgia a dévoilé lors de cette même interview que c'est prêt a également pour but de renforcer la résilience du pays face aux catastrophes liées au climat et grâce au nouveau fonds pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire international, bien qu'il ne soit directement lié à la catastrophe du tremblement de terre. Elle a déclaré qu'elle viserait à renforcer la résilience aux chocs climatiques, y compris la sécheresse au Maroc, et à renforcer la capacité financière globale du pays. Et en Algérie, la forêt de Be'dja, de nouveau en proie aux flammes. Toute la nuit, des grands incendies ont ravagé la région montagneuse de Be'dja, dans le nord-ouest de l'Algérie. Les autorités ont évacué plusieurs hameaux afin de mettre à l'abri les habitants, même si pour l'heure, aucun décès ni dégâts matériels n'a été signalé. Les secours sur place parviennent que les flammes se propagent rapidement en raison des vents violents. Les températures élevées devraient persister dans les zones touchées au cours du week-end, avec des conditions chaudes et sèches susceptibles de favoriser la croissance des feux de forêt. Pour rappel, cette même région avait été dévastée en juillet dernier. 140 incendies s'étaient déclarés à travers 17 zones administratives, faisant 34 morts et 325 blessés. Le feu avait entraîné l'évacuation de 1500 habitants, détruit des habitations et brûlé des hectares de forêt et de cultures, sans que ces dégâts puissent à ce jour être chiffrés. Et en Libye, les 2 barrages qui ont rompu à Derna provoquent des inondations meurtrières dans l'est de la Libye, pressentaient plutôt de 1998 des fissures qui n'ont jamais été réparées. Le bilan s'alourdit, au moins 11 300 personnes sont mortes, 10 100 restent portées disparues. 6 jours après le passage d'une crue à l'ampleur d'un tsunami dans la ville de Derna, les causes de la catastrophe s'éclaircissent un peu plus. Les 2 barrages érigés sur l'oued en amont de la ville qui ont rompu dans la nuit de dimanche à lundi présentaient des fissures découvertes en 1998. Sous la pression des pluies torrentielles, le premier barrage, celui d'Abou Mansour, d'une capacité de 22 millions de mètres cubes situé à 13 km de la ville, cède alors, libérant des flots d'eau qui ont foudroyé le deuxième ville, Al-Belad, d'une capacité de 1,5 million de mètres cubes situé à seulement à 1 km de la site côtière. Avant la construction de 2 barrages, Derna en effet était frappé par une série d'inondations importantes causées par des crues de l'Oued, notamment en 1941 et en 1959 et en 1968. Selon le procureur, la direction des barrages en Libye avait déjà signalé des fissures sur les 2 ouvrages dès 1998. Et enfin, dans l'actualité internationale, face à l'afflux massif des migrants, les habitants des petites îles italiennes de Lampedusa sont descendus dans les rues pour exprimer leur mécontentement. Les habitants expriment leur inquiétude quant à l'impact de ces flux sur la communauté et appellent à l'attention des autorités italiennes et européennes sur la situation critique. Selon eux, l'île est submergée par un nombre record de migrants, ce qui entrave sérieusement tous les projets dans la région. Les manifestants ont particulièrement exprimé leur opposition à un projet de construction de nouveaux camps destinés à accueillir les migrants. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti, bien sûr.